Bonjour, aujourd'hui, on va parler du perceptron multicouche, qui est un modèle très simple de réseau de neurones, puis en même temps très important parce que c'est le modèle qui est à la base de plusieurs architectures de réseaux de neurones profonds qu'on va voir la semaine prochaine et à l'autre semaine après. Donc, lorsqu'on parle du perceptron multicouche, on s'inspire, dans le fond, du modèle du cerveau, qui est le siège de l'intelligence naturelle. Donc, on sait que, bon, nous, les êtres humains, on est réputés comme étant les êtres vivants les plus intelligents, puis on a un gros cerveau où siège notre intelligence. Puis on a une intelligence qui est quand même réputée supérieure, clairement supérieure à celle de l'intelligence artificielle qu'on a actuellement. Mais ça peut être quand même une source d'inspiration pour développer des modèles d'intelligence artificielle. Et en fait, si on regarde le cerveau en termes de machine computationnelle, c'est une machine qui est capable de faire des calculs parallèles et distribués. Donc, le cerveau est formé de milliards de neurones qui sont connectés de différentes façons entre elles et chacune de ces neurones-là fonctionne de façon indépendante. Donc, il y a vraiment une transmission de l'information dans le cerveau entre les neurones qui se fait de façon parallèle et qui est distribuée dans l'ensemble du cerveau. Aussi, on est capable d'apprentissage. On est vraiment excellent pour apprendre des nouvelles choses, surtout les jeunes enfants, ça apprend énormément de choses très rapidement. Puis on est aussi capable de généraliser ce qu'on. Ce n'est pas seulement de la mémorisation, on est capable de rapidement d'apprendre à généraliser les concepts, à voir une seule fois, par exemple, une image d'une fleur et ensuite de reconnaître d'autres fleurs de la même sorte, du même type dans la nature assez facilement, seulement à partir d'un exemple ou quelques exemples. Également, on est capable de trouver des liens entre les choses, au-delà du raisonnement, d'être capable de savoir bien généraliser les concepts qu'on a appris avec relativement peu d'expérience. Puis ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est vraiment un élément d'importance dans l'intelligence. On est aussi capable de s'adapter selon le contexte. Donc, on a une capacité d'adaptation, de faire avec les situations, d'improviser ou de trouver comment bien fonctionner dans des nouvelles situations qu'on n'avait pas vues auparavant, en adaptant ce qu'on a appris au nouveau contexte. Et donc, ça, c'est très intéressant en termes d'intelligence, de développer des systèmes intelligents. On a aussi un cerveau qui est tolérant aux fautes. Donc, on sait que le cerveau, au fur et à mesure qu'on vieillit, il y a énormément de connexions de neurones qui meurent. Et donc, et puis aussi, pour avoir un incident fâcheux, un coup à la tête, selon la gravité, bien, on est capable de tolérer ça très bien, de ne pas être affecté, ou du moins la dégradation selon la gravité de la faute ou de l'incident est quand même douce. Puis, bref, il y a différentes façons. On peut avoir des facultés altérées par de la médication ou quoi que ce soit. Ben, on va être capable de compenser jusqu'à un certain point, puis on est capable de reprendre aussi une fois que l'événement perturbateur est passé. Donc, on a quand même une machine qui est très tolérante aux fautes, qui s'avère être, c'est nécessaire que ce soit ainsi parce qu'on est des êtres vivants qui ont longtemps fonctionné dans la nature. Et donc, notre capacité à tolérer les fautes, tolérer les difficultés de fonctionnement est excellente au niveau cognitif. Si on compare à d'autres systèmes, par exemple électroniques, qui, eux, peuvent tomber en panne pour des petits problèmes particuliers, mais qui sont gravissimes dans un contexte d'une implémentation matérielle d'un certain modèle. Aussi, notre cerveau consomme quand même assez peu d'énergie par rapport aux capacités de traitement qu'il a. Donc, on s'entend, la nourriture qu'on consomme, il y a une certaine part, là, 25 de mémoire qui va alimenter le cerveau. Ça peut paraître beaucoup, mais somme toute, la quantité d'énergie qu'on consomme n'est pas si grande que ça par rapport à la capacité, l'intelligence qu'on a. Et donc, c'est quand même un modèle très intéressant en termes d'efficacité énergétique par rapport à la consommation versus le potentiel d'intelligence qu'on a. Donc, ça s'avère être un excellent modèle, un modèle très inspirant d'une machine computationnelle biologique. Donc, c'est entièrement biologique, notre cerveau, mais pourquoi pas s'en inspirer pour en faire une intelligence artificielle dans de l'électronique implémentée de façon logicielle, numérique.
Je vous ramène à un modèle de neurones biologiques. Donc, je vais vous décrire ça assez sommairement. Je suis loin d'être un spécialiste de la question. Je ne suis pas neurobiologiste. Je ne prétends pas l'être. Donc, je vais faire quand même certaines approximations. Mais bref, pour vous expliquer un peu le fonctionnement euh, de haut niveau d'un neurone, un neurone, c'est une cellule. Donc, c'est une cellule spécialisée. Puis, il est composé de nombreuses dendrites. Donc, on voit ici, c'est comme des excroissances qui font penser à des, à des branches ici. Là. Donc, on a plein de dendrites ici qui s'en vont un peu partout. Mais ces dendrites-là, dans le fond, reçoivent des connexions, sont connectés à d'autres neurones. Puis la connexion se fait au niveau de la synapse. On a un exemple ici d'une synapse qui est connectée là, dans un autre ici. Si on voit ici au niveau de cette partie-là, ça représente un peu la connexion synaptique entre deux neurones. Puis cette connexion-là synaptique laisse passer une certaine quantité d'énergie électrique, mais cette quantité-là d'énergie électrique qui peut être modulée en soi selon la connexion qu'on a. Et donc, certains neurones peuvent être très connectés ensemble, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'énergie qui va être transmise lorsque un certain neurone va se décharger vers l'autre. Dans d'autres cas, ça peut être moindre et on dit souvent, on croit que la modulation de la connexion synaptique a quand même un grand rôle à jouer au niveau de l'apprentissage et du traitement qu'on fait. Donc, c'est selon ces connexions-là qu'on apprend ou qu'on a un réseau de neurones organisé d'une certaine façon. Puis, à toutes ces dendrites-là, on a aussi un axone. Donc, l'axone ici qui est représenté comme ça, c'est dans le fond un peu la sortie du neurone, donc qui va se connecter vers d'autres neurones à l'extérieur. Donc, autant que les dendrites reçoivent les connexions provenant d'autres neurones avec la synapse, l'axone, elle, va faire la connexion vers l'externe, c'est une sortie. Puis le fonctionnement d'un neurone biologique, on peut le voir comme étant une espèce d'accumulateur qui reçoit donc l'énergie électrique d'autres neurones, modulée selon la connexion synaptique. Puis lorsqu'il atteint un certain niveau, il va se décharger. Donc vraiment, il y a une certaine charge. Puis lorsqu'on atteint un niveau, on se décharge. Puis la décharge va engendrer donc un courant électrique, l'énergie électrique qui va être envoyée dans l'axone, donc vers les autres neurones. Et la façon dont il faut voir ça, c'est de dire que dans le fond, on a un réseau de neurones biologiques, c'est qu'il y a plusieurs cellules comme ça qui sont chargées et qui vont se décharger périodiquement de façon asynchrone. Et donc, justement, les échanges d'informations de ce type-là entre les neurones représentent le fonctionnement du cerveau et c'est là-dedans que réside toute notre capacité de traitement, autant de l'information sensorielle que du raisonnement, que de plein d'autres éléments. Donc, ça peut être assez simple, mais lorsque les raisonnements sont assez sophistiqués, c'est qu'il y a vraiment une grande quantité de neurones, généralement, qui sont en jeu et qui sont organisés d'une certaine façon, avec des connexions qui sont ajustées, ajustables, selon la situation. Donc, maintenant, si on part de ce modèle-là, du neurone biologique, on va aller vers le modèle de neurones artificiels. Donc, on va s'inspirer de ce modèle-là pour développer un objet mathématique assez simple, mais qui va avoir des liens forts avec ce qu'on vient de voir. Donc, le modèle du neurone artificiel, on a des entrées ici, on va appeler ça, on va dire qu'on a R entrées. Souvent, les entrées sont les sorties d'autres neurones ou ça peut être tout simplement, lorsqu'on travaille avec des données, bien, les données en soi. Donc, on a nos entrées. Chaque entrée est connectée à un sommateur. Donc, ici, on fait la sommation. Mais chaque entrée est connectée avec un poids W. On a W1 à WR ici et W0. Donc, ces W-là représentent la connexion entre une entrée et le sommateur. Plus le poids W est élevé, plus la valeur va être tenue en compte. Dans le sommateur, qui dans le fond fait la sommation des produits des W avec les valeurs en entrée. Pour le cas de W0, l'entrée est égale à 1 tout simplement. Donc, dans le fond, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a tout ça qui sont nos entrées, qui sont sommées. Donc, on va faire la sommation, ce qui va nous donner la valeur A ici. Puis cette valeur A va être passée dans une fonction de transfert F pour nous donner le Y. Et cette fonction de transfert-là peut seuiller, peut couper le signal. Par exemple, un truc très simple, ça peut être d'avoir comme fonction de transfert une fonction marche qui dit que lorsque la valeur est négative, ben, ça reste à 0. Puis lorsque la valeur est positive, on retourne 1. Donc, c'est 1 ou 0. Donc, ça va nous permettre d'avoir le signe, donc la valeur 1 ou 0 comme Y, selon le signe de A. Mais il y en a plusieurs autres fonctions de transfert possibles.
Donc, cette fonction de transfert-là, c'est un peu l'activation ou non de la sortie et ça va moduler aussi l'activation. Si on revient au modèle mathématique, c'est ce qu'on a ici en bas. Donc, on voit donc qu'on a un modèle, puis ici, vous regardez seulement la partie entre parenthèses, mais c'est directement un modèle linéaire. C'est pratiquement la même chose qu'on avait avec un discriminant linéaire, à savoir qu'on fait la sommation pour toutes les variables de x1 jusqu'à xr, produit avec WI. Donc, WI ici, on va sommer tout ça, plus W0 qui est la constante, le biais. Mais là, dans notre modèle de neurone, on va intégrer ça dans une fonction de transfert f ici. Cette fonction de transfert f-là va nous donner la sortie du neurone. Donc, par analogie, les entrées, c'est comme les dendrites. Dans le fond, les entrées, ça correspond aux sorties d'autres neurones, par exemple. On va avoir une connexion synaptique qui va être représentée par le WI. Et donc, ça, c'est un peu comme nos dendrites qui rentrent dans notre neurone. Puis le neurone en soi, c'est vraiment la boîte ici, donc avec le sommateur qui va intégrer l'information et la fonction de transfert qui va déterminer la sortie. Puis là, la sortie Y ici, c'est un peu comme l'axone, où là, vraiment, on va avoir une connexion vers l'extérieur, possiblement vers d'autres neurones qui vont recevoir le Y en entrée ou vers la sortie selon ce qu'on fait. Donc, ça, c'est le modèle avec un neurone. Donc, on peut voir, si on revient à notre modélisation du cours, que chaque neurone est dans le fond un discriminant linéaire avec une fonction de transfert f. Donc, si on réécrit ça, bien, on a la sommation pour les i de WI xi plus W0. Bien, même chose, mais en notation matricielle, format vectoriel, on a W transposé x plus W0, où W, c'est le vecteur W1 jusqu'à WR. Et x, c'est la même chose, c'est l'entrée directement. Donc, il y a plusieurs fonctions de transfert possibles. C'est vraiment ce qui distingue un peu du modèle qu'on a vu la semaine dernière, la semaine précédente, c'est que la fonction de transfert module notre sortie, quoique dans le contexte des régressions logistiques, on avait une fonction de transfert déjà. Donc, il y a vraiment un lien fort que dire, c'est vraiment sous la même forme que la régression logistique ici, ce qu'on a. Donc, la fonction de transfert peut être tout simplement linéaire où on ne fait rien. Carrément, la sortie f, c'est le a. Donc, le y n'est pas une transformation du a. On peut aussi avoir la fonction sigmoïde. Donc, c'est exactement la même fonction qu'on avait utilisée avec la régression logistique, donc qui est égale à 1 sur 1 plus exponentielle moins a. La fonction sigmoïde a l'avantage de ramener les valeurs entre 0 et 1. Et elle peut s'interpréter de façon probabiliste. Donc, on peut voir vraiment la fonction sigmoïde comme une façon de ramener la sortie dans l'intervalle 0,1 avec une interprétation possiblement probabiliste. Puis je vous réfère à ce qu'on a vu il y a 2 semaines, à savoir que ça découle de l'hypothèse qu'on a des lois normales avec un écart type, une matrice de covariance partagée entre les classes. Donc, si on a 2 classes comme ça, la fonction sigmoïde correspondrait grosso modo à la valeur de la probabilité a posteriori pour la classe. On a aussi la fonction seuil, celle que je vous avais présentée tout à l'heure. On appelle également la fonction step parce que dans le fond, ça revient à dire qu'on a une fonction qui est vraiment comme une marche comme ça, qui dit, bien, pour toute valeur inférieure à 0, c'est égal à 0 ici. Toute valeur supérieure à 0, c'est égal à 1 ici. Donc ça, c'est une fonction marche qui est tout à fait valable, qui représente quand même bien l'idée. Et là, l'idée, c'est qu'on a plusieurs fonctions de transfert, mais les sorties ici sont connectées ensemble. Et le fait d'avoir plusieurs neurones dans un certain modèle nous amène à avoir un réseau de neurones. C'est pour ça qu'on appelle ça des réseaux de neurones. Et là, si on a un réseau à une couche, ça veut dire que tous nos neurones sont connectés sur les entrées. Donc, on a finalement tous nos neurones connectés en entrée. On a aussi, on peut avoir un réseau à plusieurs couches avec certains neurones qui sont connectés sur les sorties d'autres neurones. Donc, on a des neurones connectés sur des entrées, mais leur sortie peut être les entrées de d'autres neurones, et ainsi de suite. Et donc, on peut avoir plusieurs couches de neurones où les sorties d'une couche sont les entrées de l'autre. Donc, le modèle à une couche ressemblerait à ça. Donc là, nos R entrées, dans le fond, on pourrait dire nos D entrées si on est en D dimensions. Ça serait vraiment le X de la donnée ici.
Et donc là, la sortie, on aurait K sortie qui pourrait correspondre à K classe. Donc, un problème à K classe ici. Et chaque sortie, comme Y1, correspond tout simplement à la sortie du neurone associé du neurone 1, et ainsi de suite pour le neurone 2, puis le neurone K ici. C'est comme ça, on a K neurones, K sorties différentes. Donc ça, c'est possible, mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est lorsqu'on les embarque ensemble. Donc, on a un réseau à une couche. C'est un ensemble de discriminants linéaires. Dans le fond, si je reviens ici, c'est comme si on avait K discriminants linéaires indépendants. Ils sont tous indépendants. Si vous regardez ça, la sortie d'Y2 est aucunement influencée par la sortie d'Y1, si ce n'est qu'ils ont la même entrée X. Le reste, les poids sont aucunement partagés, donc la sortie peut être très différente. Sous contrainte quand même que le neurone reste quand même une opération linéaire dans laquelle on passe dans une fonction de transfert qui peut être non linéaire, mais quand même, en bout de ligne, les traitements sont quand même assez contraints. Donc, si on fait face à des données qui sont non linéairement séparables, comme le problème duo exclusif et les autres problèmes qu'on a vus, on ne sera pas capable de traiter parfaitement ces données-là. L'apprentissage ne va pas fonctionner. Donc, ce qu'on peut se mettre à faire, c'est de faire un réseau de neurones avec plusieurs couches. C'est ce qu'on appelle un perceptron multicouche. Donc, c'est le terme consacré, c'est comme ça qu'on a appelé ça dans la littérature, quoique, en fait, ce n'est plus le modèle du perceptron tel qu'on a vu, là. C'est un modèle linéaire, mais qui est meilleur que le modèle perceptron. Ça a souvent porté à confusion auprès des gens. Est-ce que c'est un perceptron? Ce n'est pas vraiment le même perceptron qu'on a vu il y a 2 semaines avec les modèles linéaires. C'est vraiment plus un modèle qui ressemble plus à la régression logistique, à vrai dire, que le modèle du perceptron. Donc, on a des discriminants linéaires. Chaque neurone est un discriminant linéaire qui sont cascadés. Donc, l'entrée d'un, c'est la sortie de l'autre, et ainsi de suite. Donc, on va vraiment avoir des sorties sur des entrées qui ont même des sorties qui sont sur d'autres entrées, jusqu'à la fin où on a vraiment le résultat du traitement. Et l'intérêt de ça, c'est qu'avec un réseau à plusieurs couches, on est capable de classer, donc on peut traiter vraiment efficacement des données qui sont non linéairement séparables. Et en plus, on peut voir ça comme étant un ensemble de classifieurs simples, parce que dans le fond, si on décompose un perceptron multicouche, c'est comme si on avait plusieurs discriminants linéaires, mais qui sont mis ensemble d'une certaine façon. Ça fait référence aux méthodes par ensemble qu'on va voir plus tard dans la session, vers la fin du cours. Mais une autre façon intéressante de le voir, puis là je fais référence aux fonctions de base, c'est que dans le fond, chaque couche fait une projection d'un espace à une certaine dimensionnalité vers un espace à une autre dimensionnalité. On est toujours en train de projeter. Donc, chaque projection dans un nouvel espace, c'est ce qui nous permet finalement d'avoir des traitements assez complexes, même si sur chaque couche, c'est un traitement qui est linéaire, suivi d'une fonction de transfert. En bout de ligne, en cascadant ça ensemble, ça vient à permettre de faire des traitements drôlement complexes. Et on peut voir que le traitement d'une couche, c'est un peu comme l'application d'une fonction de base, dans le sens qu'on va projeter donc un certain espace dans un nouvel espace, possiblement de plus grande dimensionnalité. Et ce nouvel espace-là de plus grande dimensionnalité, on va le traiter de nouveau avec des modèles linéaires. Puis on peut en faire plusieurs comme ça. C'est comme si on avait plusieurs fonctions de base qui s'embarquaient les unes dans les autres avant d'arriver à la décision. Et donc, souvent, en anglais, on appelle ce modèle-là comme étant un modèle feed-forward, donc un modèle de propagation vers l'avant. Parce que l'organisation, c'est vraiment de dire qu'on a des couches qui sont consécutives. Donc, on a la donnée qui rentre dans la première couche, qui est traitée par les neurones de cette couche-là, qui va dans la deuxième. Donc, la sortie de la première couche, c'est l'entrée de la deuxième couche, qui fait ses propres traitements, qui est en entrée de la troisième couche, et ainsi de suite. Donc, on va vraiment avoir un flow comme ça jusqu'à la sortie. Et un perceptron multicouche, par exemple, avec trois couches, ressemblerait à ça. Où là, on a des entrées ici, fait qu'on a vraiment nos X en entrée ici, qui sont connectés sur nos R1 neurones de la première couche. Donc ici, on a R1 neurones, donc ils font une projection de D vers R1. Ensuite, on a la deuxième couche ici, avec ses poids synaptiques et ses biais, qui font un traitement selon R2 neurones. Fait qu'on a une projection ici de R1 dimension vers R2 dimension. Et là, finalement, on a la dernière couche, la couche de sortie qu'on dit, qui, elle, reçoit les sorties de la couche R2, la deuxième couche, et les reçoit en entrée et fait un traitement vers K sortie, K neurone,
Puis dans un contexte de classement, souvent, on va dire qu'on a, comme dans leur cas, le nombre de classes qu'on a. C'est comme ça qu'on peut bien traiter les choses. Donc là, on va avoir nos sorties ici qui sont les H de 1 jusqu'à K. Donc là, le nombre de couches, le nombre de neurones par couche peut varier. Ça peut varier grandement entre une et un grand nombre de couches. Et chaque couche ne peut pas avoir le même nombre de neurones. Ça peut être aussi quand même assez variable.